Bonjour à toutes et bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce nouveau point de marché. Nous sommes le mercredi 8 novembre 2017. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Bonjour Valentin, un mot sur le CAD et également le trade du jour. Très bien, je vais y venir. Catherine que je salue également, Brigitte. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors, le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque du perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit, excusez-moi, un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Résumé des sciences américaines et asiatiques. Alors, on a eu hier, je fais un petit point sur les indices européens avant de passer aux indices américains et asiatiques. On a eu une toute petite progression la matinée pendant la séance européenne, mais ensuite Wall Street a clairement, quand elle a ouvert, a clairement sanctionné tous les marchés actions et qui a créé cette fois-ci de l'aversion au risque. Donc au final, hier, alors que, eh bien oui, je tablais pour une hausse sur les indices européens, eh bien on a eu une baisse. Les indices ont clôturé en baisse. Wall Street qui a publié des résultats plutôt mitigés hier, alors que eh bien les anticipations étaient plutôt supérieures. On a également les financières qui étaient sous pression à cause du rendement obligataire qui continue à eh bien vous voyez à perdre du terrain de 30%. Donc voilà, on a clairement eu de l'aversion au risque et qui continue comme on peut le constater pendant la séance asiatique. Donc aujourd'hui, ça devrait être plutôt mitigé étant donné que les indices européens sont tout de même revenus sur des niveaux de support solides et le CAC préserve les 5467 points. Voilà. Donc clairement, on est en bas du range. On va voir ça dans un petit instant. On regarde rapidement cette slide. Donc Dow Jones, on peut voir qu'il clôture en légère hausse, le S&P en légère baisse. Forcément, les valeurs techno qui réagissent directement au climat du marché, c'est-à-dire appétit, aversion pour le risque, et ceux qui sont, on va dire, un peu plus les plus volatiles. Eh bien, le Nasdaq perd du terrain de façon plus prononcée que le S&P, moins 0,27. Les rendements obligataires à 10 ans perdent 2 points de base. Ce matin, le yen prend du terrain avec le gold et à l'inverse, le nickel, le Hang Seng recule. Calendrier économique de la journée. Alors on a eu la balance commerciale chinoise qui a été publiée et qui a été publiée bon à la hausse. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la Chine exporte plus qu'elle n'importe. Donc en dollars, c'est une balance commerciale de 38,17 milliards de dollars au mois d'octobre. C'est-à-dire que elle exportait 38,17 milliards de dollars en plus que ses importations. D'accord? Donc elle exportait plus. Néanmoins, le consensus n'a pas ce que le consensus attendait, eh bien, était légèrement supérieur. Ça reste quand même une bonne balance commerciale qui, eh bien, continue à gagner du terrain, alors que la production industrielle, eh bien, elle est assez, comment dire, elle progresse, mais à un rythme beaucoup plus modeste qu'auparavant. La croissance de même. Donc voilà, c'est quand même une bonne chose cette balance commerciale chinoise qui progresse. Ça veut également dire que la demande est assez forte d'un point de vue mondial, étant donné que la Chine c'est le premier producteur mondial, hein, comme vous le savez. Donc forcément, si on a une balance commerciale qui augmente, c'est-à-dire que les exportations donc augmentent, et si les exportations augmentent, c'est-à-dire qu'il y a une demande mondiale qui est généralement importante. Donc la consommation mondiale devrait se détendre pour les prochaines prochaines statistiques macroéconomiques. Alors, mis à part ces chiffres chinois, nous avons aujourd'hui les mises en chantier canadiens. Donc des chiffres sur le logement, les stocks du pétrole brut avec produits distillés, l'essence, etc. Et ensuite la décision des taux de la RBNZ, qui est attendue inchangée. Alors on passe sur le marché, on regarde rapidement les marchés actions, on va commencer par cela. L'Eurostoxx, on peut voir qu'on a eu une belle baisse. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Non. On était un petit peu prévenu dans le sens que le momentum arrivait dans une zone d'excès et hier, alors on peut le prendre bien ce repli, ça permet au momentum, vous voyez, de bien retracer. Et là, on arrive quand même dans une zone qui est beaucoup plus confortable, beaucoup plus saine que ce qu'on avait en début de semaine. D'accord? Donc voilà, le momentum, pas d'inquiétude là-dessus. Quel niveau payer? Eh bien, là, on est sur un niveau de support. Je ne dis pas qu'il faut payer sur celui-ci. Mais alors, d'un point de vue de Fibonacci, si on prend le plus bas, le plus haut de cette impulsion, on va dire que 3576, c'est le premier prix à payer. Voilà. C'est le premier prix qui est possible à payer.
pour vraiment jouer le retracement. Ça correspond à la moyenne mobile à 50 jours qui n'est pas, qui est plutôt intéressante. Regardez sur l'Eurostock, cette moyenne mobile à 50 jours, vous voyez qu'elle donne quand même des bons signaux. Sur le DAX maintient son évolution dans son range. Alors les 13 000, pardon, les 13 400 ont été dépassés, mais on reste quand même entre les 13 300 et 13 471. Donc c'est ce range qui est à surveiller. Le CAC c'est pareil, vous voyez que les 5 467, donc c'est le range de la semaine. Bon, le support à 5000 a été dépassé hier, pour les raisons que je vous ai données, que vous ai cité il y a un petit instant. Mais voilà, le CAC se maintient dans son range, il rebondit ce matin. Donc là, la résistance, elle est à 5000. Donc il y a 10 points. Est-ce qu'on va aller plus haut? Tout va dépendre de l'appétit ou la version pour risque. On peut le voir que Wall Street a créé la version risque. Ça s'est transmis pendant le sens asiatique. On n'a pas de chiffre macroéconomique de la zone euro aujourd'hui. Donc le rebond qu'on a ce matin, il n'est que technique. Il n'est que technique parce qu'on est sur un niveau de support, un premier niveau de support important. À quoi correspond ce support? On se met sur le graphique mensuel. Et vous voyez sur le graphique mensuel, alors ce support, ah non pardon, c'est le graphique hebdomadaire. Voilà, c'est le précédent, vous voyez, plus haut prix hebdomadaire de 2017. Donc vous vous en souvenez, le pic qu'on a eu en mai, eh bien c'est le plus haut prix de clôture. Voilà, donc c'est un petit peu le pivot hebdomadaire de l'année. C'est-à-dire que au-dessus de ce pivot, on marque des nouveaux records par rapport au printemps, et en dessous, on est sous les précédents plus hauts du printemps, bien évidemment. Donc voilà, 5467, c'est un niveau de support à surveiller. Le plus haut annuel, 5536. Donc pour la semaine, moi je garde mon billet, c'est-à-dire eh bien plutôt un range trading entre ces deux bornes. Maintenant, ce matin, on peut voir qu'on a un rebond. On est proche de résistance à 5500. Est-ce qu'on va le dépasser? Je ne sais pas. Tout va dépendre de Wall Street, parce que c'est plutôt Wall Street qui, depuis cette semaine, donne le tempo sur les marchés actions européens. Vous voyez, on l'avait vu, hein, lundi, Wall Street avait clôturé dans le vert. On avait plutôt une journée positive qui nous attendait hier. En fin de compte, à l'ouverture de Wall Street hier, on a eu un repli parce que Wall Street vendait les actions. Donc voilà, c'est vraiment Wall Street qu'il faut surveiller. Ce matin, je pense que ça va continuer d'être dans le vert. Maintenant, à 15 heures, tout reste à voir. Voilà. Et pour Wall Street, hein, c'est pareil. Donc on l'a vu, hein, sur la slide au début, mais vous voyez que Wall Street, le S&P a clôturé dans le rouge hier. Le Dow Jones en légère hausse. Alors là, on a le futur, donc le futur a clôturé dans le rouge, hein. Et le Nasdaq, c'est pareil. Voilà. Donc on passe au Forex, ce qui nous intéresse le plus. Alors qu'on avait une impulsion haussière hier, vous voyez que c'est important d'attendre les prix de clôture parce que presque tout au long de la journée, déjà tout au long de la séance européenne, on avait le DXY qui cassait cette résistance. Au final, le marché a clôturé en dessous. Donc on n'a pas de signal. On n'a pas de signal de breakout. Donc pour un moment, voilà, la stratégie pour la semaine, c'est une consolidation comme on l'a indiqué entre ce plus bas à 94,23 et 94,71. Donc le DXY, c'est consolidation, l'euro-dollar qui perd légèrement du terrain, mais vous voyez qu'il y a un très très faible momentum. Alors pourquoi il perd du terrain? Tout simplement parce que l'euro est vendu. Voilà, l'euro est vendu, c'est pas le DXY qui fait pression ici, c'est simplement que l'euro est vendu. Donc voilà, mais petit à petit, 1,15, c'est l'objectif qui, je rappelle, est avisé, et ensuite sera la moyenne mobile à 200 jours. Mais à mon avis, d'ici à ce que le cours atteigne les 1,15, la moyenne mobile collera les 1,1450, donc concrètement, on devrait avoir un bon niveau de support autour des 1,15, 1,1450. Donc voilà, pour aujourd'hui, qu'attendre sur l'euro-dollar? Eh bien, ça va être neutre, à l'image du calendrier économique, hein, comme vous avez pu le constater. Avec le calendrier économique, on n'a pas de statistiques de la zone euro et on n'a qu'une statistique américaine. Donc vraiment, on ne devrait pas avoir de fort mouvement aujourd'hui. Le GBP c'est pareil, le GBP il oscille, hein, concrètement entre
on va dire entre 1,3050 et 1,33. Voilà, ça c'est le range de court terme. On va le tracer ensemble. Voilà, le range de court terme il est là, 1,33 et 1,3050. Voilà, et plus que le prix, comme vous le savez, c'est le momentum qui a surveillé. Dès que le momentum reviendra sur ce support qui fonctionne depuis le début de l'année, alors ce sera le moment de s'intéresser aux positions acheteuses sur la livre sterling. Le NZD, après cette impulsion, est-ce que c'est un retour à la baisse? Pas sûr, en tout cas pas encore. Moi j'ai plutôt une opinion baissière sur le NZD USD, bien que le NZD ça reste quand même une devise qui potentiellement dans les prochains mois va être haussier grâce à un durcissement de la politique monétaire de la RBNZ. Voilà, maintenant c'est pas encore fait, mais c'est la banque centrale qui a la plus de probabilité de remonter, de commencer un nouveau cycle de durcissement des taux parmi les banques centrales majeures. Voilà, donc le NZD c'est à surveiller, c'est à shorter avec modération. Donc NZD USD, il y a une chance pour que le cours revienne à 0,68. Ouais, cette impulsion est ni plus ni moins la même que ce qu'on avait ici ou que ce qu'on avait ici. Donc voilà, pas d'inquiétude réellement sur cette hausse du NZD. L'USDK, bon bah écoutez, c'est presque une parfaite stratégie haussière, hein, dans le sens impulsion, consolidation, etc., etc. Donc là, on peut s'attendre à une nouvelle hausse jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours. Alors cette hausse ne viendra probablement pas du dollar américain, mais plutôt du dollar canadien, avec un repli des cours de pétrole. Vous voyez que le cours de pétrole se stabilise, consolide sous cette résistance à 57,32. Et si on a un repli du pétrole, disons à 55 dollars, ça va faire déprécier le dollar CAD au bénéfice de l'USD CAD. Donc si le pétrole revient à 55, il y a de fortes chances que l'USD CAD revienne à cette moyenne mobile à 200 jours. Donc c'est à vous de voir, c'est selon votre perspective du pétrole. Si vous attendez plutôt à une baisse à court terme du pétrole, alors vous privilégiez les positions acheteuses sur l'USD CAD. Au contraire, si vous pensez que le pétrole va à court terme aller chercher 60 dollars ou on va continuer de progresser au moins, eh bien, il faut éviter d'acheter l'USD CAD. Moi personnellement, j'ai plutôt un avis baissier à court terme, euh, même si je n'aime pas voilà me positionner à l'inverse de la tendance. Regardez un petit peu comment cette tendance est faite. Donc depuis, je vous rappelle, depuis le début de l'été, on a un pétrole qui a pris 34%, ce WTI. 34% composé d'impulsion et de repli. Si on le constate, vous voyez que entre le plus haut et le plus bas, on a généralement des replis de l'ordre de 50%. Ici, plus haut, plus bas, repli de 50. Vous voyez, ici 50%. Plus haut, plus bas, repli de 50%. Donc, je me dis que si on a un repli, on a des chances que l'histoire se répète et que donc plus haut, plus bas, enfin plus bas, plus haut, pardon, 50%, ça nous donne un objectif théorique à 53, 56 dollars. Donc pour moi, le premier repli déjà possible sur le pétrole, c'est déjà 55. Voilà. Est-ce qu'on a fait le point haut? Moi, je pense qu'on a fait le point haut, qu'on est parti pour une consolidation, un retracement ou au moins une consolidation, pardon. Voilà, maintenant on n'a pas vraiment d'impulsion baissière, le RSI est toujours bien orienté à la hausse, donc c'est encore un petit peu trop tôt pour shorter. Comme je vous l'ai dit hier, ce qu'il faut attendre, c'est une divergence baissière. Pour le moment, il n'y a pas de divergence baissière. On a un RSI certes qui, en H4, vous voyez, se détend légèrement, mais ça diverge pas avec le prix. Donc, voilà, on n'a pas encore un signal baissier sur le WTI. Sur le Brent, alors sur le Brent, celui-ci a pris un peu plus hein, que le WTI. Le Brent a pris 45% depuis le début de l'été. Donc en 5 mois, le Brent a pris 45%, c'est beaucoup. Voilà, maintenant, moi le repli que j'attends, eh bien c'est pareil que le WTI, regardez plus haut, plus bas, plus haut, repli de 38,2, plus bas, plus haut, repli de 38,2. Donc sur le Brent c'est 38,2 hein, le repli. Donc là 38,2 ça ramène un objectif à 60 dollars environ, 60,94.
Et en plus de cela, on peut voir que le Brent est également sous résistance. Il est sous quelle résistance? Il est sous le seuil psychologique à 65 $. Donc on a le Brent et le WTI qui sont sous résistance. Voilà. Maintenant, c'est pareil, on n'a pas de divergence encore baissière, je ne vois pas de signal baissier. Je ne vois aucun signal, baissier sur le WTI ou le Brent pour le moment. Donc, c'est pas encore le moment de shorter. Il y a encore peut-être une légère impulsion. Peut-être un retour au sub psychologique à 65 $ pour le Brent avant de reprendre une baisse. Voilà, c'est possible. Mais en tout cas, vous voyez, regardez un petit peu les sub psychologiques, comment le travail qu'ils effectuent avec le cours. Regardez le marché, breakout, consolidation sur le seuil, impulsion, pullback. Et on part à 60 $. 60 $, consolidation, impulsion, pullback. C'est reparti jusqu'à 65. Donc pour moi, il y a encore une légère impulsion jusqu'à 65 $ qui est possible. Un petit peu à l'image qu'on avait eu ici, à 55 $, vous voyez, le cours avait presque atteint les 55. On avait eu un repli avec une petite consolidation et c'était reparti. Voilà, donc tant qu'on n'a pas un signal baissier sur le pétrole, que ce soit sur WTI ou le Brent, il faudra s'abstenir de le vendre. C'est un petit peu la conclusion de ces deux analyses des cours de pétrole. Donc je reviens sur le Forex. L'USD CAD, l'impulsion haussière, personnellement je l'attends grâce à la baisse du pétrole. L'USD CHF, bon, rien n'a changé depuis hier. Complètement stratégie, c'est une consolidation à court terme sur la parité. Et une fois que le dollar cassera cette résistance et clôturera au-dessus, eh bien, ce sera le moment pour que l'USD CHF aille chercher notre objectif à 1,02. L'USD Yen, c'est pareil, j'ai rédigé un article hier. Bon, je le répète encore et encore, mais plus que le prix, c'est le momentum qui est à surveiller. Alors, je vais essayer de me focaliser sur du court terme, étant donné que ça fait maintenant un peu plus d'une semaine que je donne cette même information. Donc, vous devez commencer à la connaître. Donc, l'oblique, à moyen terme, cette oblique baissière qu'il faut surveiller. Une cassure du momentum de cette oblique serait un signal haussier jusqu'à 118. Voilà, maintenant à court terme, on a 113,80. Le yen gagne du terrain ce matin. Le yen gagne du terrain. Alors, à quoi s'attendre? Moi, j'aurais du mal à le vendre, honnêtement, cet USD yen, parce que la tendance elle est clairement haussière sur du court terme, court et moyen terme, comme on peut le constater. Maintenant, un pullback de l'ordre de 38% par rapport à ces points hauts de cette impulsion. Voilà, 38 et 50, donc environ à 113. 113, c'est un bon point d'entrée pour passer à l'achat. C'est un premier bon point d'entrée pour passer à l'achat et viser 114. Voilà, donc si on a un retour à 113 aujourd'hui ou d'ici les prochaines séances, il faudra se poser des questions pour passer à l'achat. Alors, on regarde un peu les tendances pour les paires croisées. Ah, excusez-moi. Tac. Donc, on se met sur un mois. On peut voir NZD et CHF sont plutôt, ce sont les devises qui sous-performent. On n'a qu'une seule devise qui sous-performe le dollar, c'est la livre sterling. Sur 5 jours, la livre baissière, d'accord, l'euro, le yen, le CHF, le CAD dossier, donc CAD yen, CAD CHF, ça reste quand même des possibilités intéressantes. CAD yen, alors CAD yen, voilà, à court terme, moyenne mobile à 50 jours, c'est toujours d'actualité. Moyenne mobile à 50 jours, toujours d'actualité. À moyen terme, on vient toujours chez 92. CAD CHF, donc court terme, cette résistance à 0,7772. Et ensuite, à moyen terme, toujours le même objectif à 0,80. Voilà, concrètement, c'est 0,80, un petit peu en dessous. Précédent sommet qui a été marqué à ce moment-là. Donc, il est à 0,7964. Voilà, donc à court terme, pour 4 CHF, c'est haussier jusqu'à 0,7872. Ça, c'est un objectif de court terme. Maintenant, on va regarder sur un jour les tendances. Quelle devise superforme? Donc, on a l'euro, le yen, le CHF, tac, le NZD, d'accord.
Euro NZD, pourquoi pas. Donc Euro NZD haussier. Ça m'embête un petit peu d'acheter l'euro, pour être honnête avec vous. Euh, donc, mis à part l'euro, moi, ce qui m'intéresse, les devises les plus haussières, hein, ça va être le dollar, le CAD ou le GBP. Donc, le NZD USD, donc, comme je l'ai dit, un 0,68 possible. Euh, alors l'AUD, il y a des chances qu'il continue à être haussier aujourd'hui, étant donné que le pétrole, l'or est orienté à la hausse. Et au vu de la tendance ce matin du dollar, baisse du dollar, donc hausse de l'or, et donc hausse du dollar australien. Et le dollar australien a eu des CHF, a eu des yens, a eu des NZD, a eu des USD, c'est aussi. D'accord, donc l'AUD c'est aussi à court terme. Donc on peut peut-être le combiner à une devise européenne pour avoir une paire intéressante. Donc l'euro AUD, pourquoi pas, l'euro AUD, ou alors on a l'AUD CHF, mais alors, on va déjà regarder l'euro AUD. Dans l'euro AUD, on peut voir que l'euro surperforme. Donc l'AUD CHF, pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant sur l'AUD CHF? Si on prend les prix de clôture, on a un triangle un petit peu, on peut constater, on a une légère oblique haussière. Donc un retour sur cette oblique serait intéressant. Même si l'AUD c'est pas une devise que je vais acheter en ce moment. C'était une devise haussière comme l'euro au premier semestre. D'ailleurs, j'ai l'impression que l'AUD et l'euro ont un peu le même comportement en ce moment, c'est-à-dire que premier semestre, c'était les deux devises les plus haussières, et au deuxième semestre, c'est deux devises qui sont concrètement vendues. Voilà. Donc l'AUD CHF, dans le fond, ça devrait être haussier, parce que le CHF c'est une devise qui se vend, comme vous le savez, pour le moment en tout cas. Donc l'AUD CHF à moyen terme, plutôt une conviction haussière, retour à 0,7750, qui est ce sommet environ, je dis bien, c'est plus 0,80 mais 0,78 mais bon, voilà 0,7750 pour mettre un stop un petit peu en dessous. Donc voilà, cette oblique haussière semble se payer pour viser 0,7750 à moyen terme. Voilà, le trade du jour, étant donné que le marché n'a pas vraiment de tendance en ce moment, eh bien le trade du jour, ça reste un petit peu les mêmes que hier et que lundi, c'est-à-dire CAD yen, CAD CHF. Ça c'est ma conviction sur le CAD et face au yen et au CHF. On a le GBP également, donc GBP yen. Voilà, GBP yen, pour moi c'est un retour. Alors c'est pas trade du jour parce que voilà, on n'a pas vraiment de momentum en intraday, mais en swing. Voilà, GBP yen, c'est retour à cette résistance qui est à 151,34. Donc on va tracer cette ligne pour que tout le monde soit au courant et que ça soit clair. GBP yen, c'est cet objectif. GBP CHF, pareil, l'objectif c'est ce plus haut. D'accord? Donc 1,33. Voilà, maintenant on peut regarder un petit peu les retracements qu'il y avait eu dans l'histoire, donc entre 38,2 et 50. Ici on est entre 38,2 et on a eu 50%, donc voilà. On a potentiellement un rebond qui va continuer. Alors, nous allons essayer de trouver des niveaux de résistance par là. Voilà, donc avant 1,33, pardon, c'est cette résistance qu'il faut chercher. Donc pour tracer une ligne, hein, c'est pas compliqué, hein, vous allez ici, pardon, pour tracer une flèche, tracer de segments, vous sélectionnez la couleur, et voilà. Vous avez juste à vraiment étendre. Donc ça c'est pour le GBP-CHF, néanmoins, vous voyez que le momentum s'oriente à la baisse, donc pour un point d'entrée, c'est pas forcément le meilleur point d'entrée actuellement. Étant donné qu'il n'y a qu'un webinaire par jour, je suis obligé je ne peux pas vous dire donner un signal à 16 heures par exemple. Donc moi ce que je vous invite, c'est regarder les divergences entre le momentum, pardon,
et le prix. Donc là, on n'a pas vraiment encore de divergence haussière. Voyez. Donc là, le momentum est orienté à la baisse même en 4 heures. En une heure, c'est pareil. Donc il y a potentiellement en intraday une baisse qui va continuer. Voilà. Maintenant, dès qu'on aura une divergence H4 intéressante, ça sera le moment d'acheter. Voilà, donc le point d'entrée, c'est pas encore le moment. Mais bon, la tendance, dans le fond, à moyen terme, elle est haussière. Maintenant, si on parle de timing, voilà, moi le timing, je ne peux pas le donner heure par heure parce que j'ai qu'un webinaire par jour. Donc voilà, mais en intraday, surveillez. S'il n'y a pas de divergence haussière en 4 heures d'ici le prochain webinaire demain, ce sera parfait. Mais si on a une dans la journée et qui est confirmée, voilà, n'hésitez pas à vous intéresser à rentrer à l'achat. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on ait une divergence haussière valide, qui se valide avant le prochain webinaire de demain sur le CAD yen, sur le GBP SHF ou le GBP yen. CAD yen, vous voyez qu'on a un rebond du momentum. Donc le CAD, c'est potentiellement un peu plus intéressant. D'ailleurs, vous pouvez regarder le GBP CAD pour voir laquelle est le plus intéressante. GBP CAD, c'est baissier, c'est-à-dire que le CAD surperforme le GBP. Donc c'est plutôt le CAD qui va être intéressant en intraday plutôt que le GBP. D'accord. Et l'USD CAD, vous voyez qu'il est baissier. Donc vraiment le CAD, c'est la devise haussière ce matin. Voilà, donc le CAD privilégie les positions acheteuses face bien au yen ou au CHF. Ou alors on a peut-être, alors euro GBP c'est haussier. Tac tac tac. Alors je regarde vos questions déjà. Alors bonjour à tous. Bon, GBPUD part à la baisse aujourd'hui, non. Alors GBPUD. Alors oui, le GBPUD part à la baisse. On a la UD comme je dis qui est plutôt haussier ce matin grâce à l'or, et donc ça fait pression sur le GBP. GBP, on peut voir aujourd'hui, il sous-performe face à l'euro, face à la UD, face au dollar. Bref, le GBP c'est pas une devise à payer en intraday ce matin. À moyen terme, voilà, c'est dans un cycle de durcissement des taux, certes pas pour les bonnes raisons, mais du coup ça devrait tirer le marché à payer la livre. Bon, je ne dis pas que la livre va retourner à 1,50 $, loin de là, mais probablement une stabilisation de la livre déjà entre 1,30 et 1,35 $ serait une excellente nouvelle. Pourquoi? Non, parce qu'il faut pas oublier que la Fed est dans un durcissement des taux qu'elle a entamé déjà depuis 2 ans. Donc vraiment la Fed, voilà, il y a une hausse des taux. Et si le GBP arrive à se maintenir, à stabiliser le cours du GBP USD, eh bien ça voudrait dire qu'il n'y a pas de super-performance entre le GBP et le dollar, alors que la Fed, on le sait, est dans un resserrement de la politique monétaire. Voilà. Alors que l'euro-dollar, on sait très bien que si on a, tant qu'on a une poursuite, tant qu'on a une spéculation sur une hausse des taux, ça fait pression sur l'euro. Voilà. Donc, donc voilà. Et dans le fond, l'euro-dollar devrait rester plutôt faible face au dollar. Il suffit de regarder le spread, hein, ce fameux spread qu'on a l'habitude de regarder, le spread du 10 ans allemand, du 10 ans américain, moins celui allemand. D'accord? Donc le 10 ans américain moins le 10 ans allemand. Donc là, nous avons le spread. Le spread, c'est ni plus ni moins que l'écart entre le rendement du 10 ans américain avec le rendement du 10 ans allemand. Donc on parle du rendement obligataire, d'accord? C'est l'obligation d'État. Et on compare avec l'euro-dollar et on va avoir une corrélation qui est dite négative. Voilà. On a une corrélation négative. On va mettre sur un an. Donc on peut voir qu'on a un spread qui s'écarte. Pourquoi il s'écarte? Eh bien, c'est tout simplement le fruit de la politique, des divergences des politiques monétaires. Là, c'est que les politiques, les banques centrales qui font que ce spread s'écarte. On a d'un côté la BCE qui est dans une politique monétaire généreuse et qui, il y a 2 semaines, a indiqué qu'elle allait poursuivre son QE jusqu'à septembre 2018. Alors son QE, c'est un rachat de dette, et donc si la Banque centrale est impliquée dans le marché obligataire et qui achète de plus en plus de dettes, ça fait baisser les rendements. D'accord? Donc les rendements de la zone euro sont bas et ils sont sous pression à cause ou grâce, ça dépend du point de vue, de la BCE. Et de l'autre côté, on a la Fed qui commence depuis le mois d'octobre à baisser son bilan. Donc elle est concrètement dans
dans la vente de ses actifs, elle arrête de renouveler des titres qu'elle avait achetés pendant son QE. Et donc, forcément, il y a plus d'offres obligataires sur le marché américain pour une demande constante, et donc les rendements se détendent. Et donc le spread s'écarte. Voilà. Donc c'est ni plus ni moins que le fruit des deux banques centrales, des divergences monétaires des deux banques centrales. Donc jusqu'à quand ce spread va jusqu'à où ce spread va se détendre. Alors si on regarde d'un point de vue historique, on va faire abstrait de l'euro-dollar pour le moment. Alors j'ai l'historique que sur jusqu'à juin. On peut voir que le spread est quand même assez élevé. On a eu un pic en fin d'année. C'était avec le Trump, le Trump de le rallye après l'élection de Donald Trump, excusez-moi. Donc on a vu une hausse du spread. Et on peut voir que le spread, le spread a encore une marge de progression. Le spread a encore une marge de progression. Donc voilà, concrètement, il peut clairement revenir à 2,10, 2,15. Ce qui fera pression, tant que le spread se détendra, ça fera pression sur l'euro-dollar. Voilà. Donc c'est pour cela, pour cette raison-là, que je suis baissier sur l'euro-dollar, direction les 1,15. Voilà, donc le spread, il y a encore une marge de progression. Les rendements de l'Allemagne devraient rester stables encore pendant plusieurs mois, alors que le rendement américain devrait continuer petit à petit à se détendre. Et donc le spread va se creuser. L'écart entre les deux rendements va se creuser. Et donc ça va faire pression sur l'euro-dollar. Donc voilà, alors je ne sais pas pourquoi on a dérivé là-dessus. C'était pour parler de l'euro-dollar. Bref. Donc l'euro-dollar, direction 1,15, puis la moyenne mobile à 200 jours. Ça, vous le savez. GPUD part à la baisse aujourd'hui, donc oui, GPUD part à la baisse. Tu vois quoi ce jour de la part de François? Eh bien écoutez, ce jour, comme je l'ai dit, rien n'a vraiment changé depuis hier. Honnêtement, on a les mêmes tendances, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le dollar n'a pas conclu. L'euro est toujours à la baisse, en légère baisse, vous voyez que le momentum est extrêmement faible. Regardez, hier, momentum, moins 0,09% entre le prix de clôture et le prix d'ouverture, moins 0,03 lundi, dimanche c'est quelques heures, plus 0,05, vous voyez qu'on n'a aucun momentum depuis le début de la semaine. Déjà que la semaine dernière, vous vous en souvenez, on avait eu l'une des semaines macroéconomiques la plus chargée de l'année. On avait l'inflation PCE, on avait la Fed, la BOE, le NFP, la nomination du successeur de Janet Yellen. Bref, on avait vraiment un tas de facteurs qui pouvaient vraiment créer de la volatilité. Au final, nous n'avons quasiment rien eu. Donc cette semaine, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de mouvements. Voilà, ça me fait un petit peu mal de dire ça. J'aimerais avoir qu'il y ait des tendances, mais on peut voir que les devises n'ont pas vraiment de tendance pour le moment. Le GBP est en consolidation, que ce soit face au dollar ou face à l'euro. Regardez, face à dollar, consolidation, et face à l'euro, consolidation également. Voilà. Donc c'est plutôt un range trading. Là, on a un rebond sur cette moyenne mobile à 200 jours. En intraday, on l'a dit, le GBP sous-performe. Donc il va continuer probablement à être haussier. Alors on va essayer de trouver des stratégies en intraday. Alors un niveau de résistance important déjà, c'est ici. Tac tac tac. On va la changer un petit peu on va la mettre un petit peu plus fort parce qu'on est sur graphique hebdomadaire, alors que les autres c'est des prix mensuels. Voilà, donc 0,8853, c'est potentiellement la hausse de l'euro GBP qui, bon, à mon avis, ça va être haussé jusqu'à ce niveau de prix. Mais à court terme, à court moyen terme en swing trading, j'envisage plutôt une baisse jusqu'au précédent plus bas à 0,8750. Voilà, donc l'euro GBP, on peut voir l'euro en consolidation, le GBP en consolidation. Il n'y a que le CAD vraiment qui est aussi en ce moment grâce au pétrole, mais pas avec un momentum de folie. Voilà. Donc on n'a pas vraiment, voilà, je réitère les scénarios, hein, je le redis, je le répète, CAD Yen, CAD CHF, ça c'est les scénarios
sur lesquels j'ai le plus de conviction en ce moment. Ensuite, il y a l'USD Yen, l'USD CHF, mais en termes de timing, c'est pas le moment. Disons qu'on n'a pas le signal aussi. L'USD CHF, le signal que j'attends, c'est un breakout du précédent plus haut prix de clôture. Précédent plus haut prix de clôture, il est à 1,002. Donc dès qu'on aura un prix de clôture au-dessus des 1,002, ce sera potentiellement un signal d'achat, direction les 1,02. Et l'USD Yen, c'est ce momentum-là, cette cassure de cette oblique baissière de momentum qui est à surveiller. Tout simplement. Et donc pour le pétrole, moi je m'attends plutôt à une baisse à court terme. Le marché devrait commencer à prendre des bénéfices. Je vous rappelle qu'à la fin du mois, on a une réunion de l'OPEP qui va probablement annoncer un gel de la production finalement jusqu'à la fin de l'année 2018. Le marché, c'est grâce à cela également qu'il est haussier. Il n'y a pas que la purge politique en Arabie Saoudite qui justifie cette hausse. Hein. Loin de là, il y a également la spéculation du marché sur une extension du gel de la production. Voilà. Vous pouvez voir que le RSI arrive sur une résistance de momentum dans une zone d'excès qui n'a pas été dépassée depuis maintenant plusieurs années. Sur le graphique journalier, vous voyez que même depuis 2013, ça n'a pas été atteint. Donc, voilà, c'est un signal technique qui invite à alléger les positions acheteuses sur le pétrole et qui pourrait précéder une baisse. Et la baisse, comme on l'a vu au début du webinaire, c'est de l'ordre de 50% à s'attendre sur le WTI et de 38,2% sur le Brent, ce qui ramènerait le cours au prix d'ouverture de 2007 à environ 53,82 $. Mais le premier support serait le sub psychologique à 55, qui est extrêmement important. Voilà, donc on peut le tracer. Voilà, c'est ça un petit peu moi ce que je m'attends à court terme sur le pétrole. Et sinon c'est tout, je n'ai pas vraiment de conviction en plus aujourd'hui au vu des tendances et du momentum en ce moment. Jusqu'où le GBP/USD pourrait aller à la baisse. Alors à court terme, moi comme je vous l'ai dit, à court terme ce qu'il y a à surveiller c'est plus le momentum que le prix. Mais bon, on va regarder ça ensemble. Donc dès qu'on aura une divergence haussière sur du H4, sur du GBP/USD, ça sera le moment réellement de s'intéresser à l'achat. Alors mensuel déjà, ce graphique mensuel. Donc là on a un fort niveau de support déjà, qui est à 1,7067. Donc si on a une baisse jusqu'à ce niveau de prix, ce sera intéressant pour passer à l'achat. Donc 1,7067, c'est concrètement, vous voyez, ce plus haut. Donc au final, on peut même le décaler. On peut plutôt tracer une zone. J'aime pas vraiment tracer un support et dire que à cette valeur-là précise, c'est le moment d'acheter. Donc voilà, cette zone-là, c'est une zone intéressante pour passer à l'achat sur GBP/USD à court terme. C'est-à-dire que si on a une divergence H4 dans cette zone-là, ça sera un signal haussier particulièrement intéressant sur du court terme. Voilà. Donc faut pas qu'attendre un pullback. C'est pas parce que le cours revient à cette zone de prix qu'il faut acheter. C'est un pullback plus un pullback n'est pas suffisant. En tout cas selon moi. Il faut une divergence ou un autre signal technique. Vous pouvez ajouter le stochastique par exemple. Donc pour ajouter un indicateur sur Pro Real Time, vous allez ici, stochastique, ajouter. Bon, donc là vous mettez vos valeurs. Moi par défaut je les configure à 15,55. Et vous voyez que pour le moment on n'a pas non plus de divergence sur le stochastique. Là on avait une divergence baissière. Le stochastique c'est pour ceux qui ont du mal à voir les divergences sur le RSI, le stochastique peut être un petit peu plus simple. Voilà, donc là on n'a pas vraiment de divergence, on n'en a même pas du tout. Donc pour le moment c'est pas le moment de s'intéresser à l'achat sur le GBP/USD, en tout cas à court terme. Hein. Dans le fond, comme je l'ai dit, moi je suis haussier jusqu'à 1,7340, pardon. Mais à court terme, tant qu'on n'a pas de divergence, ni sur le H4, vous voyez, H4, vous voyez qu'on est il y a aucune divergence. Donc pour le moment, c'est pas le moment pour le moment, faut pas acheter le GBP/USD. L'or, nous demande François. Alors pour le cours de l'or, ça reste le même scénario que depuis maintenant près de 2 semaines. Hein. C'est une consolidation entre 7 mois immobile à 200 jours et ce pivot mensuel à 1283.
1283, c'est plus ces 1280 dollars qui fait pression actuellement. Donc voilà, entre 1280 et cette moyenne mobile à 200 jours, le cours devrait continuer à osciller entre ces deux valeurs. Donc concrètement, c'est une stratégie de range trading parfaite qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire vente à 1280, achat à la moyenne mobile à 200 jours. Et tant qu'on n'a pas la cassure, c'est cette stratégie qu'il faut continuer. Maintenant, si on a une cassure à la baisse, c'est le cours clôture en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, ce sera le moment de vendre direction les 1150. À l'inverse, si on a une clôture au-dessus de 1283 dollars, ce sera le moment de s'intéresser à l'achat jusqu'à 1300. En attendant, tant qu'on n'a pas de cassure, c'est un range trading. Ça fait maintenant un peu plus d'une semaine que c'est indiqué dans les articles, en tout cas dans mes articles et dans les webinaires. Donc la stratégie reste la même. C'est un cours qui devrait continuer d'osciller. Encore une fois, on n'a pas vraiment de statistiques majeures cette semaine. Il n'y a pas réellement de raison pour que le gold sorte de ce range trading cette semaine. Tout comme le DXY n'a pas réellement d'argument pour qu'il clôture au-dessus de cette résistance cette semaine. On n'a pas de statistiques majeures. D'accord? Donc pour moi, cette semaine devrait être plutôt calme. Faut vraiment faut plutôt en tout cas c'est plutôt cette vision qu'il faudrait avoir, je pense, au vu du calendrier macroéconomique. Donc pour moi cette semaine, on devrait continuer d'osciller entre 1180 et 1270. Voilà, tout simplement. Voilà, écoutez, moi je n'ai plus rien à rajouter. Merci à vous pour votre attention. Nous nous retrouverons donc demain pour le prochain point de marché. Pour ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies, j'organise cet après-midi à 17h un webinaire sur les crypto-monnaies. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Pour s'y inscrire, vous savez, c'est sur le site dailyfix.fr, calendrier des séminaires en ligne. Et voilà, vous avez juste à vous inscrire. Voilà, merci à vous pour votre attention, excellente journée et écoutez, à demain pour ceux que je ne retrouve pas dans le webinaire spécial crypto-monnaie.